Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David, comment Comment ça allez-vous? va? Ça va, très bien. Content de vous retrouver. Pas de sujet à voir ensemble. Je me suis dit, Pas mal. tiens, ça a dû vous faire sourire quand le Premier ministre a parlé de la fin des privilèges pour les ministres, les privilèges à vie. Combien ça peut rapporter déjà et qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ces privilèges? J'ai regardé protection policière pour les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur, des agents pour leur secrétariat privé. On parle de ces privilèges-là et ça touche qui? Ministre et Premier ministre? Non, mais là, on parle des anciens premiers ministres, hein, Des qui anciens, bien seraient sûr. Anciens. des anciens premiers ministres. Il y en a 17 hein, quand même, hein, David. Hein, c'est Fabius, Cresson, Juppé, Jospin, enfin bon, bref. On s'en souvient, il y en a eu beaucoup, beaucoup ces derniers temps qui se sont succédés. Et c'est vrai que ça paraît un peu ridicule de conserver, disons, des avantages qui étaient calés sur finalement des premiers ministres qui étaient assez stables, quand on passe à une périodicité qui est aussi rapide avec des premiers ministres qui passent et en quelques mois. Après, bon, faut pas tomber non plus dans la caricature. Hein, ça va pas faire beaucoup d'économies, hein, David. Donc, Hein, juste, Agnès, donc ça veut dire qu'on est dans le symbole, on est dans l'exemplarité mais qui doit venir de complètement. tout là-haut. Parce que je me suis dit, comment ça peut rapporter cette suppression, encore une fois, des privilèges à vie des anciens premiers ministres, des Vous ministres? savez, David, c'est On- 4,38 millions d'euros en 2024, vous la me ra- totalité, vous y me- compris la protection policière, hein, qui est de 2,8 millions d'euros. Donc, les avantages dont on parle hors protection policière, c'est 1,5 million Vous me d'euros. rappelez le montant D'accord? du déficit français public? On est 160 en milliards? général entre 150 et 160 Milliards. 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 Hein. Donc là, on est sur une économie potentielle de peut-être même pas 1 million d'euros par an. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est ça la réalité des choses. Donc oui, c'est symbolique, c'est gentil, ça va dans l'idée de ne pas avoir un secrétariat pur particulier pendant trop d'années. Alors là, ça avait été déjà réduit à 10 ans. Ça va dans l'idée de peut-être avoir une protection policière que si jamais il y a vraiment un risque pour la personne en fonction de la réalité du risque. Mais bon, la réalité, c'est que c'est pas ça qui va nous permettre de rééquilibrer du tout les comptes publics. Ouais. Si, allez-y. Non, non, mais parce que c'est intéressant, parce qu'on a compris que ça rapporte que dalle, mais qu'il y a cette notion d'exemplarité, elle est importante en politique. Après, je me rappelle de ce sondage, 90% des Français veulent que l'État fasse un effort sur son train de vie. C'est quoi le train de vie de l'État et où est-ce qu'il y a des coupes à faire dans le train de vie de l'État? Qui semble, Mais là, train de vie égale superflu, enfin c'est ça qu'on entend non, mais et là qu'on encore, on comprend. s'en souvient, il y avait eu cette histoire à un moment, au moment justement de tous les débats sur le budget 2025, sur l'Élysée qui continuait à augmenter son budget alors que finalement, on cherchait des coupes budgétaires partout. Évidemment qu'il faut montrer l'exemple sur le budget de l'Élysée, sur le budget de l'Assemblée nationale, sur le budget du Sénat, sur évidemment les indemnités Mais des élus. Mais ça, il y a matière à être exemplaire. Ils ne le sont pas, le Sénat, l'Assemblée, la présidence. Il y a... c'est la manière dont on regarde les choses, hein, David. On n'a pas des élus très très bien payés en France, hein, par rapport aux autres pays. Et on avait montré une étude, par exemple, où les agents de l'Assemblée nationale, les administrateurs de l'Assemblée nationale, ils étaient mieux payés que les députés de l'Assemblée nationale. Donc aussi, parfois, le diable se cache dans les détails. Hein. Il faut aussi aller regarder le coût administratif de tout ça et peut-être pas toujours focuser sur le personnel politique. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on a beaucoup trop d'élus, plus de 600 000 élus. Si on était dans la moyenne des pays européens, on devrait en avoir un peu plus de 100 000. Donc vous Ah, voyez qu'on ah a, ouais, ah oui, ouais, ah on est ouais. de l'ordre de 5 fois trop d'élus Attendez, en mais France, les élus, c'est à la fois locaux, les conseils municipaux, locaux, les conseils nationaux, départementaux. etc., etc. Mais vous savez, David, ça a l'air de rien. Mais quand on dit ah, il y a trop de strates, mais oui, mais parce qu'en fait, quand on est maire, souvent, on siège aussi à l'intercommunalité. Donc on a l'indemnité de maire, mais aussi l'indemnité au niveau de l'intercommunalité. Et puis on a des responsabilités au niveau des syndicats X ou Y de traitement des déchets, etc., etc., ou de collecte des déchets. Et à la fin, vous avez en fait pléthore d'organismes publics qui sont parfois redondants, qui ont des surcoûts et qui sont difficiles à évaluer, sur lesquels il n'y a pas de transparence. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait moins d'élus, peut-être mieux rémunérés avec une indemnité plus conséquente, mais aussi avec des frais de mandat qui seraient intégrés dans la rémunération, dans l'indemnité. Pourquoi, David?
parce que ceux qui votent l'impôt, ils doivent finalement sentir l'impôt sur la totalité de leur indemnité. Et quand on se dit, bah, il y a moitié-moitié, en fait, il y a moitié frais de mandat, moitié indemnité. Bah, Eh ben, on est moitié concerné. On est concerné à eh ben, moitié. on est moitié concerné parce que les frais de mandat, c'est pas imposable. Alors, c'est plus contrôlé aujourd'hui, etc. Mais moi, je préférerais avoir des députés qui affichent qu'ils ont une indemnité de plus de 10 000 euros par mois, mais au moins qui payent l'impôt qui va avec. Parce qu'au moins, ils sauraient ce qu'ils votent comme pression fiscale pour leurs concitoyens. Agnès, qu'est-ce qu'il y a de, je reviens à ma question, qu'est-ce qu'il y a de superflu dans le train de vie de l'État où on peut couper? Et qu'est-ce qu'on appelle le train de vie de l'État? Alors, moi, je trouve que c'est un terme un peu abusif, en fait, hein. Là où on peut couper, c'est évidemment sur les coûts de fonctionnement. Et alors, je pense que c'est ça que nos concitoyens entendent par train de vie de l'État. Mais bien sûr, il y a de l'exemplarité. Par exemple, en Suède, ils ont quasiment des tickets resto pour aller à la cantine pour les ministres. Et voilà, enfin, on n'est pas du tout dans la même logique. On peut bien sûr améliorer tout ça. Mais ce qui nous coûte cher, là, en fait, c'est le coût de production de nos services publics. C'est ça ce qui nous coûte vraiment cher par rapport aux autres pays. Et on a publié encore une note il n'y a pas longtemps sur les chiffres OCDE. Pour produire nos services publics en France, c'est 119 milliards de plus par an par rapport à la moyenne des pays européens. On parle de l'administration, des frais de... Mais c'est l'administration. Le coût du train de vie de l'État, c'est là qu'on peut aller chercher des vraies économies. Et le problème, c'est que quand on dit l'État, là aussi, c'est un peu abusif. Et il vaudrait mieux dire État plus sécurité sociale plus collectivité locale. Parce que mais là, on parle de l'administration administrante, c'était l'expression de Valérie Pécresse à l'époque. Il y a un sujet sur l'administration administrante? Mais de l'administration administrante, il n'y en a pas que dans l'État. Non, mais l'État au sens administration publique. Il y en a aussi dans la Sécu, il y en a aussi dans les collectivités locales. Et qu'est-ce que c'est de l'administration administrante? En fait, c'est toutes les fonctions support de fonctionnement, d'administratif qui vont traiter votre feuille de soins à la caisse primaire d'assurance maladie et dont on sait très bien qu'on pourrait réduire le nombre des effectifs parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informatisation et on a un taux d'absentéisme qui est énorme dans les caisses primaires d'assurance maladie. C'est la question des CAF, des caisses d'allocation familiale, où il y a énormément de personnel et on pourrait très bien traiter par Bercy directement en crédit d'impôt quand on verse une aide sociale au niveau d'un ménage. Et on pourrait faire des économies d'administration administrante, si on veut reprendre ce terme-là, sur énormément de caisses sociales. Mais on pourrait aussi le faire dans les ministères. Le ministère de la Santé, par exemple, il doublonne énormément avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et ça doublonne aussi avec les opérateurs dans la santé. Et ça doublonne aussi avec les ARS, les fameuses agences régionales de santé. Donc, et dans l'éducation nationale, on a beaucoup plus de personnel non enseignant que nos voisins européens. Alors, c'est difficile à chiffrer, David, parce que le problème, c'est que vous avez des personnes de nettoyage, de ménage qui sont payées par les collectivités locales. Vous avez d'autres personnels qui sont payés par le ministère de l'Éducation nationale. Et à la fin, on peut considérer qu'on a peut-être 100 000, voire plus, de personnels qui ne sont pas enseignants et dont on a finalement un nombre surnuméraire par rapport à nos voisins européens. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait externaliser aussi auprès d'entreprises privées et les mettre en concurrence. Mais là aussi, tout ça, ça veut dire des réformes structurelles. Et ce n'est pas du tout ce dont on parle sur les économies qu'on prévoit actuellement, malheureusement. Parce qu'à chaque fois, on est au pied du mur et on cherche des économies dans l'urgence, au lieu d'avoir un vrai plan, et c'est ça qui fait honneur à la France, hein, d'avoir un vrai plan réfléchi de comment on baisse vraiment la dépense publique dans ce pays en réorganisant, sans baisser la qualité du service public, sans baisser l'offre de services finalement pour nos concitoyens, mais en l'améliorant, en le rendant plus transparent, plus efficace, plus efficient. Mais c'est vrai, ça demande un plan de long terme et pas une vision court-termiste comme on a à galoper derrière des milliards d'économies, où là, malheureusement, on peut faire que du travail instantané, mais donc qui n'est pas satisfaisant sur le long terme. Faire des économies ou procéder à des hausses d'impôts. Et dans l'actualité aujourd'hui, Sébastien Lecornu, Premier ministre, reçoit notamment Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. On sait que des concessions devront être faites pour obtenir une non-censure, notamment des socialistes, pour passer un budget. Et on sent bien que le vent, potentiellement, est en train de tourner. Je ne sais pas quand vous le sentez, quand vous humectez les choses, mais on sent que le vent est en train de tourner pour les entreprises, en défaveur des entreprises. On parle de suppression de niches fiscales, on parle de suppression d'aides, de nouvelles taxes,
surtaxe d'IS qui pourrait être prolongée. Est-ce que les entreprises pourraient être les grandes perdantes de cette séquence budgétaire? J'ai envie de dire, David, que le vent, il a déjà tourné pour 2025. Qu'est-ce qu'on a eu en 2025? Pour 2026. Mais oui, mais en 2025, on a déjà eu une surtaxation des entreprises pour combler les problèmes de déficit. 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 8 milliards sur les grandes entreprises. On a eu une taxe plancher à 20% sur les hauts revenus. Mais qu'est-ce que c'est ces hauts revenus? C'est des entrepreneurs pour la plupart. On va pas se mentir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au final quand on a fait le bilan, nous, à la Fondation IFRAP, mais aussi le Haut Conseil des finances publiques? Au lieu d'avoir 2 tiers de baisse de dépenses en 2025 et 1 tiers de hausse d'impôts, on a eu 27 milliards de hausse d'impôts et 3 milliards de baisse de dépenses réelles. Waouh! Bon, c'est du classique en France, c'est du classique ça. Ouais, mais en fait, dire que le vent est en train de tourner alors qu'en fait, il a déjà tourné. On n'est jamais sorti de cette ornière. Oui, mais François Bayrou avait prévu que cette surtaxe d'impôt sur les sociétés, qui a rapporté 8 milliards d'euros aux recettes fiscales, ne durait qu'1 an. On sent bien que potentiellement, elle pourrait être prolongée. Oui, mais c'est le drame de la France en fait. C'est-à-dire qu'on a un problème de compétitivité, on a des entreprises qui sont harassées de prélèvements obligatoires, de normes, qui n'arrivent plus finalement à créer assez de richesses pour notre pays. C'est pour ça, vous l'évoquiez tout à l'heure avec Béatrice Mathieu, qu'on a un PIB par habitant qui est trop faible, une richesse nationale par habitant qui est trop faible. Et au lieu d'essayer de justement se dire, c'est peut-être parce que notre modèle social est trop cher, que nos dépenses publiques sont trop chères, qu'on dépense trop en coûts de fonctionnement, qu'on a trop de doublons, etc., on va encore aller taper ceux qui créent la richesse. Donc oui, c'est extrêmement grave. Et en fait, on se voile la face. Et je trouve ça très, très dommageable. Tout ce qu'ont fait les économistes ces derniers jours, du style Piketty, Zuckman et autres sur le sujet, en montant les Français sur la base en fait, d'informations qui sont vraiment contestables, pour dire que les entrepreneurs de ce pays, les plus talentueux, les plus riches, etc., finalement, payent moins d'impôts que les autres. Et bien, en fait, c'est faux. On sort une étude, nous, à la Fondation IFRAP, sur ce sujet. On n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions qu'eux. Donc, François Ecal, vous connaissez François Ecal? Il était à votre place hier. Enfin, il était présent avec nous en plateau. Le directeur de FIPECO, très bon sur les finances publiques. Il a dit qu'il y avait un sujet sur notamment les holdings, avec des gens très riches qui placent leur argent dans des holdings, des revenus qui ne sont pas fiscalisés parce que conservés dans la holding et qui après sont donnés ou transmis sans avoir payé sans avoir fiscalisé, encore une fois, ces revenus. Mais c'est grave, David, de garder de l'argent dans l'entreprise pour pouvoir réinvestir dans une holding, pas dans l'entreprise, dans une holding. Ouais, donc à un moment. En tout cas, Bercy travaille sur cette taxation de holding et François Ecal disait qu'effectivement, il y avait un sujet à 3-4 milliards d'euros par an. Mais là, on rentre en fait, on fait le jeu de ceux qui sont contre les entrepreneurs, contre l'idée qu'on crée la richesse dans les entreprises. C'est pas du tout, ça va pas du tout dans la bonne direction. Est-ce que c'est grave de transmettre un patrimoine entrepreneurial à ses enfants à zéro? Les Suédois, ils ont dit depuis longtemps, c'est bien. C'est bien, ça va dans le bon sens de l'intérêt général depuis 2004 et c'est les sociodémocrates qui l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait, David? Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que s'ils taxaient trop, les entrepreneurs de leur pays, ils partaient fiscalement. Et que finalement, ça appauvrissait le pays. Alors, donc l'étude, Agnès, l'étude de l'Institut des politiques publiques qui montrait que les plus riches avaient un taux de taxation qui était 2 fois plus faible que le reste des Français, en moyenne, c'est pas juste, il n'y a pas un sujet. Non, mais cette étude de l'IPP, elle réintègre, et vous le savez très bien, David, elle réintègre des revenus qui n'ont pas été touchés par les personnes. Donc, en fait, ils font un calcul d'un pourcentage sur une assiette avec des revenus qu'ils n'ont pas eu dans leur poche. Est-ce que c'est normal, ça? Et en plus, c'est focus sur les 10% les plus aisés et pas sur la totalité des Français. Donc, quand on lit dans la presse ensuite que les Français, en moyenne, payent 50%, non, c'est les 0,1% des Français payent en moyenne 46%, en comptant, en introduisant des revenus qui n'ont pas été touchés. Donc tout ça est quand même, disons, fragile en termes de réalité de ce que vivent les Français. Nous, on sort une étude à la Fondation IFRAP, on l'a publiée hier sur notre site internet de la Fondation, et on montre que sur les impôts directs, les totalités des impôts directs, pas que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu plus la CSG, plus les FII, plus tous les autres impôts directs, les ménages, dans leur ensemble, ils ne payent pas 50%, David, ils payent 18,5% d'impôts par rapport à leurs revenus bruts disponibles.
Et les plus aisés, les 10%, ils payent 42%. Et les moins riches, ceux qui gagnent le moins, ils payent 8,4%. Pas 50%, 8,4%. Donc l'étude Et de quand l'IPP était biaisée. l'étude de l'IPP, elle est focus sur les 10%. Elle fait des comparaisons entre les 0,002 et les 0,1. Et donc, et en plus, elle réintroduit des revenus qui n'ont pas été touchés par les personnes. Si on Donc à vous intègre écouter. les... Ouais, Non, donc, mais j'avance ouais. sur notre étude, David. Si on intègre les cotisations sociales, parce que vous allez me dire, il n'y a pas que les impôts directs, il y a aussi les cotisations sociales. La moyenne des Français, ils payent 28% d'impôts directs plus cotisations sociales. Les plus aisés, le dernier décile, c'est 54%. Ceux qui ont les moins de revenus, c'est 11%. Donc il n'y a pas de Donc, problème de justice fiscale en France. il y a déjà une progressivité de l'impôt en France qui est gigantesque. Enfin, il faut arrêter de dire le contraire. Après, nous, on a fait un focus aussi dans cette étude sur les 10% qui gagnent le plus, uniquement sur les impôts directs. Et là, je peux vous dire aussi que les 0,1%, ils payent 55,2% en impôts directs, alors que l'ensemble des Français, c'est 18,5%. Donc, arrêtons de faire croire aux Donc c'est une Français. aberration de vouloir surtaxer les riches. C'est une aberration de pousser fiscalement nos concitoyens à partir de France. Et même l'analyse du Conseil d'analyse économique, dont on a dit qu'elle disait que c'est pas grave, que certains partent pour des raisons fiscales, ils reconnaissent que même 4 milliards de hausse de taxation sur les revenus du capital auraient un effet pour augmenter finalement les départs des entrepreneurs de France, puisqu'ils regardent ceux qui ont un contrôle sur les entreprises à au moins 10%. Et ils reconnaissent aussi que ça détruirait de la richesse. 0,05% du PIB à horizon de 20 ans. Si on se dit qu'on était sur une taxe Zuckman à 20 milliards et pas à 4 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 20 ans, on détruit 120 milliards de PIB et à 40 ans, on en détruit presque 400 milliards. Mais c'est pas une paille en fait. C'est quelque chose de très important. Mais s'il faut faire passer un budget qu'on a besoin, que le Premier ministre et la France a besoin d'une non-censure du Parti socialiste, il faudra qu'il y ait une mesure, encore une fois, sur les plus aisés pour qu'ils contribuent. À quoi elle pourra ressembler s'il faut avoir un budget? Non, mais c'est là Parce que où c'est le prix à payer pour que le PS ne censure pas. Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, à un moment, ça va à l'encontre de la réalité. La réalité, c'est que les plus aisés de ce pays, ce sont ceux qui payent déjà le plus d'impôts. Et que malheureusement, nous avons, depuis la dissolution, nous sommes rentrés dans un cycle négatif pour la France. On le voit d'ailleurs parce que finalement, et c'est ça qu'on a écrit nous à la Fondation, c'est l'instabilité politique, le risque permanent de revenir avec des taxes en cascade sur ceux qui créent la richesse, qui crée aussi la situation où on a moins de croissance que prévu, moins de recettes fiscales que prévu, et donc qui nous emmène dans une spirale qui est négative pour notre économie. Donc, il faut à un moment qu'on regarde les choses en face. Le problème de la France n'est pas un problème de pas assez de fiscalité. Le problème de la France est un problème qui est lié à trop de dépenses publiques. Si on n'arrive pas à se dire ça, les yeux dans les yeux, et à reconnaître ça comme étant la réalité objective. Mais le taux de dépenses publiques en France rapporté au PIB, on est à 56%. On a toujours été autour de 53, 54, 55, 56. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. On a 10 points de plus que la moyenne des autres pays. Bien sûr, ça c'est factuel. 10 mais en France, points de plus. Le taux de dépenses publiques rapporté au PIB n'a pas explosé. On n'a pas arrêté. Reprenez tous les chiffres depuis les années 90. On n'a pas arrêté d'augmenter. Et vous trouvez qu'on s'en sort mieux que les autres pays? C'est-à-dire, on n'arrête pas de dire « Ah bah oui, on augmente la dépense publique, ça devrait avoir un effet positif depuis le temps que tous ces économistes nous disent qu'il faut taxer plus et dépenser plus. » De combien augmente la dépense publique en France en moyenne? Alors, c'est pas compliqué du tout, David. Les dernières années, on a eu une moyenne d'augmentation de plus de 60 milliards. En pourcentage plus de 60 milliards de hausse par an en moyenne, là, ces dernières années. Sur 1700 milliards, là, ça fait quoi? Ça fait 5%? Pardon, je calcule de tête, là. Non, vous n'avez pas quand même 5% d'augmentation par an. Donc c'est quoi, c'est 3%? Et ça dépend des années. Moi, je vous donne en gros, parce que, années. Non, mais en gros, parce que, imaginons que ce soit 3%, et j'aimerais avoir le chiffre, hein, mais la croissance est de 1 et quelques, l'inflation a été de 2 ou de 1, on est à 3, quelque part, les dépenses publiques augmentent au même niveau que la croissance en valeur de l'activité. Si on se dit qu'on a 1700 milliards de dépenses en 2025, et si on en suit ce qu'a dit une note de Bercy qui est parue il n'y a pas longtemps dans la presse, qui dit si on ne fait rien, 50 David, milliards de ils l'ont plus. dit,
c'est 51 milliards Ouais. d'augmentation si on fait rien. Ça fait à peu près 3%. Voilà. 3%, c'est la Donc, croissance en valeur de la France. non, Donc, mais il n'y a pas de dérive. vous connaissez les prévisions de croissance de 2026, là, Non, mais de la Banque de France? c'est 0,9 sur la croissance. 0,9. Vous Et pensez qu'on va avoir 3% de croissance on cette aura année, peut-être David? peut-être un demi d'inflation, on ne sera pas loin de 2,5. Il n'y a pas de Bon, dérive non donc, plus. donc vous Si? pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire Non, ça mais quand on alors qu'on a rapproche les 10 chiffres. points. Non, mais là, vous jouez l'avocat du diable, je vous reconnais bien là. Mais vous pouvez pas dire, il y a 10 points d'écart avec les autres Ça, pays, c'est ça vrai. fait Ça, c'est vrai. 260 milliards de plus que dans les autres pays. Et circuler, il n'y a rien à voir, on n'a qu'à continuer à laisser augmenter la dépense publique. Je vous rappelle une chose, David, c'est qu'entre 2024 et 2025, on était censé avoir finalement une baisse de la dépense, mais en valeur, on a continué à avoir une hausse de la dépense. Et même ce que nous proposait François Bayrou pour le budget 2026, on continuait à avoir une hausse. Il y Oui, avait d'ailleurs, soi-disant tiens, 40. d'ailleurs, Agnès, Mm. je le disais, les responsables du PS sont reçus aujourd'hui par le Premier ministre. La gauche, le PS veut un moindre effort, un plan d'effort qui soit moins important. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, parle d'un plan à 35 milliards d'euros. C'est là où on risque d'atterrir, au final. Écoutez, moi, je vais vous dire, je pense qu'il faudrait parler en valeur à un moment. On dépense 1700 milliards en 2025. Je leur demande pas plus que de ne pas dépenser plus que 1700 milliards en Oui, 2026. mais là, vous me faites un plan d'économie à 50 milliards, celui de François Bayrou est mort à 44. Non, mais je ne vous fais pas un plan d'économie à 50 milliards. Je dis quelque chose que tout le monde peut comprendre. Si on fait des économies, pourquoi est-ce qu'on dépenserait plus l'année d'après alors qu'on est censé faire des économies? Vous, dans votre famille, quand vous faites des économies, vous dites pas, je vais dépenser plus que cette année en économisant. Oui, c'est la comptabilité publique. Mais vous avez raison quand on le compare Non, par mais rapport à un attendez, ménage. à un moment, il faut être un peu honnête aussi et se dire, raconter qu'on fait 44 milliards d'euros d'économie alors qu'on augmente la dépense publique de 29 milliards, il peut y avoir une partie d'économie virtuelle, vous voyez. Hmm. Et ça, c'est pas génial pour les finances publiques de la France. Donc, quand Ouais, on a entre 1100, de l'ordre de 150 à 160 milliards de déficit. déficit annuel, Hmm. se dire que on va juste garder la dépense au même niveau, et ça, c'était une proposition que je vous avais faite d'ailleurs, je pense, sur le plateau d'Ecorama, où on disait il y a qu'à monter un budget sur zéro croissance, zéro inflation. Comme ça, on peut avoir que des bonnes nouvelles, vous voyez. Parce que Bah, même les 0,9 que la Banque de France nous annonce là, pour l'année prochaine, vous vous souvenez que pour 2025, ils étaient aussi sur 1% de croissance et et le qu'on les aura gouvernement est pas. à 1,2 sur l'année prochaine. Le gouvernement attend Mais 1,2%. oui, Enfin, l'ancien gouvernement. mais il vaudrait mieux faire quelque chose à zéro en disant, bah, mettons toutes les possibilités sur la table pour faire un vrai budget, disons, de prudence. On va dire que c'est de la prudence. D'ailleurs, on avait plaidé aussi en juin dernier pour un principe de précaution budgétaire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un principe de précaution budgétaire, David? On dirait, bah voilà, on a atteint un tel niveau de déficit que faisons un budget zéro Ouais. croissance, zéro inflation. Agnès, avant de se quitter, juste parce que je suis un peu perdu, cette commission d'enquête. Je reviens aux entreprises qui ont légitimement le droit de s'inquiéter de se faire taper dessus dans le cadre du prochain budget. Cette commission d'enquête du Sénat qui a évalué à 211 milliards d'euros les aides aux entreprises. Moi, j'étais resté sur le chiffre de 140 milliards d'euros par an. Certains vous diront que c'est la contrepartie, ces aides, d'une forte taxation, évidemment, une pression fiscale qui pèse, qui est forte sur les entreprises françaises quand on se compare à nos voisins européens. C'est quoi ces aides de 210 milliards et non pas de 140? Écoutez, moi j'ai été auditionnée par cette commission d'enquête pour le Sénat. J'ai réussi à faire en sorte que tout ce qui était subvention aux entreprises publiques, ce soit déjà pas compté dans les milliards d'aides. Mais résultat, ils ont réintégré des milliards qui viennent de la BPI, qui sont pas vraiment des subventions, qui sont des participations, etc., etc., et qui devraient absolument pas être C'est comptés. quoi le La vrai chiffre alors? Le réalité, vrai chiffre des aides aux entreprises chaque année? non, mais le vrai chiffre, il est beaucoup plus faible. Ça dépend de, est-ce qu'on parle de subventions? Nous, quand on dit des subventions strictes, on est autour de 18 milliards d'euros par an. Et Et le reste, ce après, sont des dispositifs fiscaux. Le crédit impôt recherche ou mais d'autres oui, trucs. mais voilà. Mais alors, le problème, David, c'est ça aussi. C'est qu'on a déjà 157 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires par rapport à nos voisins de la zone euro. Si on enlève ces 150 ou 160 milliards d'allègements de charges et d'impôts, on va doubler l'écart qu'on a avec nos voisins européens. C'est ça la réalité. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit au rapporteur de la commission d'enquête pendant mon audition.
si vous voulez supprimer les aides aux entreprises qui sont des allègements de charges ou des réductions d'impôts, ou des crédits d'impôts, ça alors équivaut à une hausse de la pression fiscale sur les entreprises. Non, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut supprimer la cotisation famille des employeurs, il faut supprimer la cotisation chômage des employeurs, il faut supprimer toutes les taxes de production, il faut baisser l'impôt sur les sociétés de 5 points. Et que m'a répondu le rapporteur? Il m'a dit, mais oui, mais là, vous remettez en question le modèle social. Je lui ai dit, bah oui, c'est bien de ça qu'il s'agit à un moment. À un moment, pourquoi est-ce qu'on surtaxe nos entreprises pour ensuite leur donner quelques allègements et baisse d'impôts? C'est parce qu'on a un problème de financement du modèle social. Donc c'est ça l'éléphant dans la pièce. Hein. Donc toute cette histoire... C'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'éléphant dans la pièce, on finit là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de débat aujourd'hui, notamment sur ce budget. Alors, je vais vous dire, David, je pense qu'à un moment, on va avoir... je pense que déjà, nos concitoyens se sont réveillés sur la dette, sur le déficit, sur le risque d'intervention à un moment en France du FMI, etc. On peut dire, ah ben non, ils n'interviendraient pas, ce serait la BCE et tout. Mais en réalité, on va direct vers un moment, un gros plan d'austérité qui sera bien plus important que les 44 milliards de et qui nous sera imposé par ceux qui nous sauveront. Qui nous sera imposé par ceux qui nous sauveront, qu'on détestera pendant longtemps d'ailleurs. Et puis, ce ne sera pas la même histoire, David, parce qu'aujourd'hui, on est là en train de dire, est-ce qu'on va désindexer les pensions? Mais là, ce qu'ils ont fait en Grèce ou au Portugal, c'est des baisses de pensions de 20% ou de 15%. C'est pas la même histoire. Donc, je crois que tous ceux qui font semblant aujourd'hui qu'on peut régler le problème de nos finances publiques et de notre déficit budgétaire par des augmentations d'impôts et qui veulent masquer le problème de la dépense, ils auront une responsabilité énorme dans ce qui va arriver aux Français dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, évidemment, on souhaite absolument pas que ça arrive. Et nous, ce qu'on propose à la Fondation IFRAP, c'est un plan de 110 milliards d'euros d'économie qui serait pas récessif parce qu'en même temps, au lieu de faire des hausses d'impôts, on ferait des baisses d'impôts. Des baisses d'impôts pour les ménages qui pourraient transmettre leur épargne, leur patrimoine, etc., sans taxation à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Des baisses d'impôts pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, parce qu'à un moment, c'est eux qui vont permettre à la France de s'en sortir. Et c'est pas en les taxant et en les empêchant d'investir et d'embaucher qu'on va en résoudre le problème. Merci David. Merci, toujours un plaisir d'échanger avec vous Agnès. Agnès Verdier-Molinier est directrice de l'IFRAP, invitée à la grande interview en direct, en replay sur YouTube et les réseaux sociaux bien sûr. Merci Agnès. Merci à vous. Ciao.